Nous fêtons cette année le 50e anniversaire de mai 68. Quand on pense à mai 68, on pense d'abord aux événements qui se sont déroulés à Paris il y a un demi-siècle. Or, en fait, il s'agit d'un phénomène beaucoup plus large, comme on va le voir dans quelques instants, et qui a concerné également la Belgique et plus particulièrement Bruxelles et son université, l'Université libre de Bruxelles. Pour nos amis français, l'acronyme qui est utilisé pour l'Université libre de Bruxelles, c'est donc l'ULB. Et c'est le terme que nous allons utiliser dans la suite de notre conversation ici par facilité. J'ai la chance de pouvoir recevoir un vieil ami qui est Jonathan Biden, qui a fait son mémoire de maîtrise en 1980-82 sur justement le printemps de tous les possibles, traduction socio-culturelle d'une contestation, mai 68 à l'ULB. Je vous montre la couverture de ce travail de fin d'études. Sur ce document, que vous verrez sans doute avec quelques difficultés, il y a de nombreux étudiants, mais aussi des professeurs, me semble-t-il, même certainement, qui apparaissent donc dans une grande salle, que l'on appelle aussi la salle de marbre, qui se trouve au rez-de-chaussée de l'ancien bâtiment de l'Université de Bruxelles, qui était occupée sur le site du Solbosch après avoir eu une histoire au XIXe siècle, où l'Université de Bruxelles s'est d'abord été située dans le palais de Charles de Lorraine, place du musée, aujourd'hui donc, près de la Bibliothèque royale, et ensuite dans le bâtiment du palais Granvelle, qui se trouvait rue des Sols et qui a été détruit. Et par la suite, il y a donc eu un déménagement de l'Université de Bruxelles vers le Solbosch, qui se trouve non plus dans le centre de Bruxelles, mais un peu plus en dehors des murs, si je puis dire, c'est-à-dire du périmètre qui a une forme de pentagone, je dis ça aussi pour nos amis étrangers qui nous regardent. Si je vous parle de cette salle-ci, c'est parce qu'elle est d'actualité. Je vous la remontre. Il se fait que depuis maintenant une bonne quinzaine de jours, sauf erreur de ma part, des étudiants l'occupent et ont décidé d'en faire une ZAD. Alors, il faut comprendre ZAD, c'est l'acronyme théoriquement de zone à défendre, ce qu'elle est effectivement. Ici, c'est l'acronyme de zone à démarbrer, puisqu'il s'agit de la salle de marbre de l'université. Les étudiants occupent cette salle maintenant depuis au moins deux semaines, je crois, sauf erreur de ma part, approximativement un peu moins de 2 semaines, et ont un certain nombre de revendications dont il sera sans doute question dans un autre entretien que j'espère bien pouvoir faire. Et ceci nous rappelle l'importance de ce mouvement étudiant qui a eu lieu à mi-siècle et qui, lui, à l'époque, a pu faire changer les choses quant à l'organisation des institutions d'université. Donc je reviens à Joe Biden, qui a donc, en accord avec moi, en concertation bien entendu, proposé de parler de l'Assemblée libre à l'Université libre de Bruxelles en mai 68. Nous allons avoir donc ici un entretien et nous allons essayer de démêler l'ensemble des événements pour essayer de voir tout d'abord quelles sont les origines du mouvement,
comment ce mouvement s'est déroulé dans la chronologie et quelles répercussions ensuite ce mouvement a pu avoir donc sur la vie universitaire. Donc Jo, je vais d'abord te poser une première question, la suivante, qui est la suivante. Quelles ont été tes motivations lorsque tu as décidé d'entreprendre une recherche donc sur cet événement qui s'est passé donc à l'époque, ce n'était pas il y a 50 ans, disons, il y avait un peu plus d'une quarantaine d'années. Tout à fait. Mais en fait, elles sont doubles. Déjà, il y avait le contexte propre à l'université à l'époque, donc vers 2009-2010, qui disait qu'on commençait à reparler un peu de l'histoire revendicative de l'université. Donc il y a eu la question des 3 points et le programme Smiley. Donc en fait, ils voulaient privatiser les codes de l'université, vendre une partie... Donc j'explique, ou tu peux l'expliquer, ce que c'est qu'un code pour nos amis français, parce que c'est une expression typiquement belge. Ce sont donc des chambres d'étudiants, tout simplement. Voilà, étudiants, tout à fait. Donc privatisation des logements étudiants, revendre une partie de la plaine, qui est un second campus de l'université, au privé, et troisièmement, mise en place d'une carte électronique pour les étudiants. Donc il y avait ça. Donc en fait, dès que je suis arrivé à l'université, j'étais directement mis dans le bain et on parlait beaucoup du passé révolutionnaire, donc on était dans une ambiance vraiment néolibérale, si je puis dire, voilà, quant à la gestion d'université. Exactement. Et donc les étudiants dont tu étais particulièrement motivés pour s'opposer à ces mesures, et donc je te laisse poursuivre. Exactement. Et donc, du coup, j'ai commencé à me poser des questions sur le passé de l'université et qu'est-ce qui s'était passé. Et j'ai eu un séminaire en fait sur mai 68 dans le monde et on a un peu abordé la question de la Belgique. Et moi, je me suis demandé ce qui s'était passé à l'ULB. Et en fait, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé bien de choses. Et ça va être le sujet donc de notre conversation. Alors, quel était justement, puisque vous aviez eu un séminaire, donc sur mai 68, enfin sur 68 en tout cas dans le monde, quel était le contexte international à cette époque-là qui va nous permettre de cerner un petit peu mieux les événements tels qu'ils apparaissent à Bruxelles, et donc voir s'il s'agit, sans doute pas évidemment, d'un mouvement qui n'est pas, comment dirais-je, détaché de ce qui s'est passé sur la planète à ce moment-là. Ah non, clairement pas. C'est une période très intéressante. En fait, on est dans la période des 30 glorieuses, donc c'est 30 ans durant lequel c'était plein emploi, tout se passait bien, enfin relativement. Et donc on parle souvent des années 60, disons que c'était Golden 60s, donc c'était vraiment... et on a vu l'émergence d'une nouvelle catégorie en fait, notamment en France, avec Salut les copains et des choses comme ça, de l'adolescence en fait. Avant on passait... c'est un peu... Donc l'adolescence existait en tant que telle et n'était pas simplement un moment de préparation à l'âge adulte, c'est ça que tu veux dire. Elle est devenue une catégorie, dont on a dû prendre compte en fait. Exactement, et donc les jeunes commençaient à avoir plus de temps libre et des choses comme ça, et donc on est dans une période, économiquement tout se passait bien, puis dans les universités, on est un peu après la Seconde Guerre mondiale, et donc en fait le taux de natalité a augmenté également, et donc il y a de plus en plus de gens qui ont accès à l'université, donc il y a une relative démocratisation de toutes les universités, et donc il y a des problèmes de place et des choses comme ça. Et puis c'est une décennie très prolifique au niveau de la contestation. Il y a eu la guerre du Vietnam. Voilà, il y a la guerre du Vietnam, il s'est passé des choses... il y avait eu la guerre d'Algérie avant, voilà, en France, oui. En Chine, il y a eu aussi des choses, un peu partout vraiment dans le monde. Et alors justement, dans le monde, à quels endroits les campus universitaires commencent à bouger? C'est à quel endroit? D'abord, c'est aux États-Unis que ça a commencé, évidemment, oui. Avec Berkeley notamment. Donc en Californie. Voilà, c'est ça. Puis quand on pense à mai 68, en tout cas en Europe, on pense directement à la France. C'est ça. Avec la Sorbonne, par exemple, ou Nanterre. Mais il y a eu aussi en Italie, avec le maire rampant, c'était assez impressionnant. Et au Mexique, parce qu'on l'oublie parfois. Au Mexique, oui, c'était... Oui.
Et l'Allemagne aussi, hein, quand même, tout à fait. même le Japon. Ouais. Hein, voilà. Ouais, tout à fait, il y a vraiment eu... Un mouvement qui concernait les étudiants dans le monde entier, au fond. Hein. On n'était plus dans un cadre nationaliste, mais on était dans un cadre, voilà, une prise de conscience de la jeunesse par rapport au monde dans lequel elle vivait et qui ne lui plaisait pas beaucoup. Voilà. En fait, hein, chaque pays avait ses particularités, mais effectivement, on trouvait un peu partout un thème commun, qu'il y avait un problème avec la guerre du Vietnam notamment, l'impérialisme américain, et des choses comme ça. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'époque de la guerre froide encore, hein, donc encore pour un petit temps. Alors maintenant, le contexte belge. Voilà, le contexte belge, c'est clairement ce qui a occupé la Belgique un peu avant, en 66, c'est l'affaire de Louvain. C'est marrant parce qu'on on verra que la date correspond exactement 2 ans avant le début de la contestation à l'ULP. C'est ça, donc mai 66, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le 13 mai 66, c'est là que voilà. C'est vraiment là que le mouvement... Et tu peux expliquer en 2 mots de quoi il s'agissait? En quelques mots, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, bon, il y a Louvain, l'université de Louvain, et Louvain, c'est plus ou moins 30 km de Bruxelles. Voilà, donc en région flamande. Exactement, et en fait, ce qui se passait, c'est que... Qui n'était pas encore une région, d'ailleurs, à l'époque, ce n'était pas encore une région. On était donc dans le cadre de la Belgique unitaire. Voilà. Il y avait quand même, on avait tracé la frontière linguistique quelques années plus tôt, mais il n'y avait pas encore de fédéralisation du pays, c'est ça que je veux dire. Non, tout à fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de nombreux élus flamands commençaient de plus en plus à vouloir que la section francophone de l'université de Louvain aille en Wallonie, en fait. Et en fait, le 13 mai 68, il a été dit que non, il n'irait jamais en Wallonie. Et c'est à partir de là que ça a vraiment commencé, qu'il y a eu des manifestations, etc. C'est ça. D'accord. Et alors, mais donc ça c'est à Louvain. Tout à fait. Et alors, comment on passe maintenant à l'ULB sans entrer dans les détails, hein, parce que ça va être tout l'objet de notre conversation, parce que j'aimerais bien qu'on parle aussi des acteurs et des sources dont tu as disposé pour ton travail, mais qu'est-ce qui fait qu'un événement qui concerne plus spécifiquement un aspect communautaire dans une université qui se trouve à 30 km de Bruxelles a des répercussions à Bruxelles même, ou n'en a pas, parce que la question sera de savoir est-ce que les événements du LB ont un rapport avec Louvain ou plutôt avec Paris. Non, tout à fait. Mais en fait, c'est clairement un problème belge. Il y a vraiment le sentiment, c'est vraiment à partir de cet événement que le sentiment flamand a pris de plus en plus de place, que en fait, ça allait être une tache d'huile et que Louvain allait être intégré à Bruxelles, en fait. C'est ça, oui. Cette peur-là. Et en fait, à Bruxelles, on n'en a pas beaucoup parlé de cette question flamande. Parce qu'il y avait effectivement des flamands à l'ULB, et il y avait certains cours qui étaient déjà dédoublés, mais on n'en parlait vraiment pas beaucoup. D'accord. Alors, avant d'entrer dans l'épisode mai 68 à Bruxelles, je te propose maintenant de nous expliquer, puisque tu es historien, moi aussi d'ailleurs, quelles sont les sources, parce que l'histoire se fait à partir de sources et n'est pas le résultat de spéculations hautement philosophiques. Donc, l'histoire se fait à partir de documents. Quelles sont les sources écrites et surtout orales dont tu as pu disposer à ce moment-là pour pouvoir faire ton travail de fin d'études? Il y avait plusieurs choses. D'abord, il y a toute la littérature foisonnante qui a son mai 68 un peu dans le monde, etc. Un peu partout. Oui, oui. Mais après, il y a eu les archives de l'université. Oui, il y a des tracts, des affiches, c'est ça. De l'Assemblée libre ont été conservés, en fait. Oui. Bon, c'était pas trié, donc j'ai dû tout trier, etc. pour commencer. Mais donc, c'était vraiment au jour le jour, tout avait été récolté. Donc, c'était vraiment assez intéressant. Donc, j'ai passé des heures, voire des semaines. Des semaines, disons, oui. Dans le sous-sol de l'université. Et ensuite, moi j'ai fait pas mal d'interviews aussi. Voilà. Parce que pas mal d'acteurs de mai 68, enfin de l'Assemblée libre, vivaient toujours et sont devenus professeurs à l'université. Ah oui, donc au fond, des contestataires, et d'ailleurs il n'y a pas a priori de contradiction si les institutions ont été modifiées, hein,
des contestataires ou des gens qui étaient au-devant de la scène, ou même qui étaient contre, peut-être, c'est à toi de nous l'expliquer, sont par la suite devenus des membres à part entière du corps académique. C'est ça. Et alors justement, parmi les témoins, ou plutôt les acteurs de mai 68, est-ce que tu as pu interroger à côté de ceux qui avaient eu un rôle important dans l'Assemblée libre, est-ce que tu as pu interroger aussi des gens qui étaient d'ores et déjà à l'époque contre et qui pour des raisons opportunistes ont peut-être changé de camp ou sont restés contre par la suite? C'est pour savoir un petit peu comment tes sources peuvent être ventilées, pour savoir si tu as interrogé uniquement des gens qui étaient vraiment pro-mai 68, ou si tu as pu trouver peut-être encore des professeurs, quoique non, des professeurs à 40 ans de distance, ça me paraît peut-être un petit peu difficile, des gens qui étaient déjà professeurs en 68, des gens qui avaient une position plutôt mitigée à l'époque. Mais après, mai 68 à l'ULB, c'est un événement qui a... peut-être un peu plus fort. C'est vraiment un événement qui a galvanisé les choses. En fait, il y a vraiment... Il y a une dynamique qui s'est formée, c'est ça. Vraiment des gens... Dans l'ensemble, effectivement, tout le monde était plus ou moins pour, etc. Voilà, à la fin. Oui. Mais dans les personnes que j'ai interviewées, il y avait effectivement des assistants à l'époque qui étaient assez loin de ce qui se passait. Et qui étaient plutôt des témoins, des observateurs plutôt que des acteurs. Voilà, tout à fait. Et il y avait des gens qui ont retourné leur veste, mais qui ont participé au début parce que c'était un mouvement où il fallait y être et c'était hyper intéressant, mais qui n'avaient pas plus de conviction, pas plus en accord avec les convictions de l'Assemblée libre. Donc il y avait vraiment un beau panel. Voilà. Et donc ton boulot d'historien en formation a donc été de confronter toutes ces sources, de les critiquer, puisque c'est l'essence même du travail de l'historien, et puis comment as-tu pu donc à la fois restituer une trame des événements et surtout essayer de comprendre ce qui s'était passé et de comprendre donc les motivations des gens, et c'est, je dirais, la question que je vais te poser immédiatement maintenant, quelles ont été vraiment les causes des événements de mai 68 à l'Université de Bruxelles, et y a-t-il donc des spécificités propres à l'Université de Bruxelles par rapport au mai 68 qui a pu se dérouler dans d'autres parties du monde, et d'ailleurs bien avant, c'est pas obligatoirement mai 68, puisqu'à Berkeley, tout ça commence bien avant. Y a-t-il une spécificité? En fait, bon, il y a des causes spécifiquement ULBistes, oui. Mais après, il y a pas mal de choses qu'on retrouve un peu dans toutes les universités à l'époque. Oui. Par exemple, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, une relative démocratisation de l'université. Oui. Donc il y a de plus en plus de monde et les bâtiments ne sont pas du tout adaptés. D'accord. Juste pour donner un exemple, par exemple, au niveau des restaurants universitaires, normalement, les salles n'ont pas été rénovées, etc. Donc il n'y avait clairement pas assez de place. Et en gros, il fallait, pour nourrir entre guillemets, l'ensemble de la communauté universitaire, il fallait 5 services. Oui. Du coup, les gens se battaient pour aller au restaurant universitaire. Oui. Donc c'était une question de survie d'abord. Voilà, exactement. Et puis au niveau des salles de cours, oui. etc. Bon, ça c'est un premier aspect. Donc il fallait absolument construire ou en tout cas trouver d'autres espaces à Bruxelles même pour pouvoir c'est un problème recevoir tous ces étudiants nouveaux. Et c'était, je sais pas, j'imagine que tu as vu un petit peu les chiffres, c'est surtout à partir du début des années 60 ou au milieu des années 60 qu'il y a eu vraiment une arrivée massive d'étudiants. Plutôt au milieu des années 60 en fait. Ah oui, donc c'est vraiment peu de temps, 3 ans avant les événements, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est clairement un problème belgo-belge. Et en fait, oui. l'ULB avait déjà un nouveau campus, oui. le campus de la Plaine, mais il y avait des tractations qui se faisaient parce que Louvain refusait que l'ULB ait un nouveau campus, donc elle n'avait pas un nouveau campus, et puis l'ULB avait voulu sortir de Bruxelles pour un campus, mais l'UCL ne voulait pas. Et... Pour rappeler un petit peu les choses, et de nouveau tu utilises un acronyme qu'en Belgique on connaît, mais que peut-être à l'extérieur on ne connaît pas, l'UCL, c'est l'Université catholique de Louvain. Et donc il faut peut-être un petit peu rappeler que donc,
l'Université catholique de Louvain, enfin je vais le faire très succinctement, a été fondée donc peu de temps après l'université, après l'indépendance, en 1830, et qu'en réaction à la création de cette université catholique à Louvain, des milieux libéraux et francs-maçons à Bruxelles ont décidé de créer une université mais qui puisse, comment dirais-je, être ouverte au progrès des Lumières, à la rationalité, et puisse donc permettre aux étudiants d'avoir un vrai choix, je dirais, philosophique. Enfin, l'objectif, ce n'était pas tellement qu'ils aient un choix, c'était vraiment, à l'époque, de se battre contre le cléricalisme et les positions importantes que le clergé et le haut clergé avaient en Belgique et dans la politique belge. Donc je faisais cette petite parenthèse parce qu'il faut peut-être replacer un petit peu les choses dans la longue durée. Voilà, donc on a bien compris, l'UCL, c'est pour des raisons aussi politico-philosophiques qu'elle ne voulait. Donc on n'est pas comme en France où l'immense majorité des universités françaises sont des universités d'État. En Belgique, on est dans un système très différent où il y a donc l'université de la capitale qui est laïque, l'université de Louvain qui reste la première en nombre d'étudiants encore aujourd'hui qui est catholique, et il y a l'université de Liège qui est à l'époque donc une université donc de l'État. À l'époque, il n'y a pas encore l'université de Mons, qui est une université d'État, vient d'être créée, et il y a aussi d'autres petites facultés, si je puis dire, qui existent à ce moment-là, qui sont plutôt catholiques, que ce soit Saint-Louis, que ce soit Namur, ou les facultés catholiques de Mons. Voilà, je m'excuse d'avoir fait cette petite parenthèse, mais mon rôle ici est de temps en temps d'expliquer certaines choses qui pourraient paraître obscure pour nos auditrices et nos auditeurs. Donc je te laisse poursuivre. Donc tu viens de parler de ce refus de l'université de Louvain, ou en tout cas son opposition à voir l'université de Bruxelles étendre les espaces dont elle pourrait disposer pour construire des locaux, pour ses propres étudiants. Donc derrière cela, il y a donc le conflit que je viens d'évoquer. Et donc, alors je te laisse poursuivre. Mais le réel problème en fait qu'il y avait à l'ULB, il y avait d'autres universités qui étaient dans la même position, c'était le fait que le conseil d'administration était complètement opaque en fait. C'est ça. Et en lien avec la haute finance et le grand capital. Ils étaient à combien dans ce conseil d'administration à l'époque? Et quelle était la ventilation, la répartition, je dirais, du corps de ce... Oui, parce que je ne vais pas dire le corps académique, parce qu'on va voir qu'il était extrêmement restreint. Ouais. Selon les statuts, il devait être entre 22 et 34. Oui. Il faut savoir que les statuts, ils dataient de 1918, je pense, et ils n'ont jamais été... encore 50 ans plus tôt. Voilà, ça. Oui. Exactement. Et donc? Et au niveau de la répartition, en fait, il devait y avoir 15 professeurs mandarins, on s'entend, bien en place. Et qui étaient plutôt des présidents de faculté. Voilà, mais à l'époque, en fait, il n'y en avait que 9. Oui. Et donc, il y avait le recteur, les 2 prorecteurs, donc les 2 anciens recteurs, et il y avait les 6 présidents de faculté. Oui. Autrement dit, tous des gens bien en place qui étaient farouches au changement a priori. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces 15 professeurs, qui en fait étaient 9 à l'époque, ne pouvaient... Enfin, ils étaient élus par les professeurs ordinaires. Oui, c'est-à-dire ceux qui sont voilà, la catégorie 1. Exactement. Voilà. La première catégorie des professeurs. Voilà. Et en fait, parmi les autres membres du conseil d'administration, c'était des gens en lien... le mot c'était... des amis en gros de l'université. Oui. Officiellement peut-être des philanthropes ou des mécènes, mais qui en fait... Les bienfaiteurs de l'université. Les bienfaiteurs, voilà. C'est ça. Oui. Il faut comprendre que c'était en lien avec la politique et la haute finance belge. Et tu pourrais les identifier quant à leur fonction, peut-être pas leur nom, mais qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là dans la vie? Le pouvoir, le réel pouvoir était censé être détenu par la Troïka, ça s'appelait la Troïka. Oui. La Troïka c'était le recteur, le président et l'administrateur. Oui. Tu vois, le recteur, il était un peu en froid avec le reste du conseil d'administration. Il va démissionner d'ailleurs un peu après le début des événements. Oui. Du coup, il était un peu mis à l'écart. Et donc, juste pour vous dire, le président
C'était... je ne sais plus son nom. Non, mais ce qui importe, c'est de savoir quelle était sa fonction, surtout. Ou ce qu'il représentait, les intérêts qu'il représentait. Il s'appelait C'est pas Gillet? Non, Gillet c'est l'administrateur. Félix Leblanc, oui. Et il était administrateur de Fabry Metal et de la Banque Lambert. Donc autant pour comme ça vous savez Voilà, un peu le personnage que c'était. Et l'administrateur, il était administrateur des chemins de fer de Villefort. C'est ça. Donc aussi un gros bonnet. C'était Jean-Pierre Gillet. C'est ça. Donc vraiment des gens. Et ce sont des gens liés au milieu laïque et maçonnique, tout à fait. puisqu'il y a toujours eu ce clivage, maintenant moins qu'avant, mais à l'époque il y avait vraiment un clivage entre d'une part l'université de Louvain catholique, et même cléricale vraiment à cette époque-là, les choses ont évolué bien heureusement, et d'autre part l'université qui gardait la couleur de son origine. Tout à fait. Oui. Et donc ce conseil d'administration, en fait, bon, comme j'ai dit, il était hyper opaque, et en fait, ses membres en fait, se cooptaient entre eux, et ils étaient nommés à vie. Et donc ils n'avaient aucun compte à rendre à la communauté universitaire. Et donc, comme j'ai dit, pour les professeurs, par exemple, qui étaient au conseil d'administration, ben, c'était que les professeurs ordinaires, donc les assistants, les chercheurs, etc. Et même les autres catégories de professeurs, les professeurs extraordinaires, les chargés de cours, voilà. Ouais. Donc c'était les étudiants non plus n'avaient voilà. rien à dire. Et alors, il y avait quand même un membre que tu n'as pas cité, mais qui était, je crois, vice-président des chemins de fer de Villefort ou quelque chose comme ça. Non La société, parce que tu as parlé ici de celui qui était à la banque. Tu as parlé de celui qui était à Fabry Metal et à la Banque Lambert, mais il y en avait un qui était. L'administrateur Jean-Pierre Gillet, c'était. Tu as dit quelle était sa fonction? L'administrateur des chemins de fer de Villefort. Tu l'as dit? Ouais, bah alors je ne sais pas, alors j'ai eu une absence. Voilà, pas de problème. Désolé, mais c'est moi qui suis en tort. Voilà, oui. Et donc, comme j'ai dit, ils se choisissaient entre eux, ils se cooptaient à vie. Oui. Et donc, sans avoir de compte à rendre à personne. C'est ça. C'est vraiment un d'accord. Dans l'État. Et donc, en fait, c'est cette représentation qui n'en était pas une de la communauté, s'il y en avait une, mais peut-on parler de communauté justement dans ces circonstances-là, qui est à l'origine de ce qui s'est passé alors en 68 à Bruxelles. C'est pas à l'origine, c'est une des causes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, je commence un peu la chronologie, mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, il y a vraiment un élan de solidarité avec Paris. Oui. Qui a naquit, et directement, ça semblait logique de trouver un moyen de soutenir les camarades parisiens, et après ils ont cherché plusieurs possibilités. Mais donc c'est vraiment l'événement parisien qui met le feu aux poudres en fait. Alors, et donc à partir de quelle date alors? C'est le 13 mai 68. Le 13 mai, oui, que tu as déjà évoqué pour parler du 13 mai 66. Exactement. À Louvain. Voilà. D'accord. Y a-t-il d'autres éléments, avant de rentrer dans la chronologie, qui interviennent qui sont à l'origine? Donc il y a d'une part le dysfonctionnement de l'université, mais c'est surtout l'explosion parisienne qui met le feu aux poudres. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, on va rentrer dans la chronologie, parce que l'on aime ou que l'on n'aime pas l'histoire événementielle, il faut quand même passer par là, avant de passer à l'histoire dite plus intelligente, c'est-à-dire une histoire plus conceptuelle et plus intellectuelle. Mais enfin, on va passer par la chronologie, parce que, par définition, une conséquence suivra toujours une cause. Voilà. Donc, peux-tu nous parler alors de la chronologie et de la naissance de cette assemblée libre qui est en train de revivre depuis une semaine et demie à l'Université de Bruxelles? Parce qu'il y a une assemblée libre dans le cadre de la ZAD, sauf l'erreur de ma part. Vas-y. Ils ont commencé à occuper dans le cadre d'un colloque qui avait été organisé justement sur mai 68. Pas qu'il y a eu un peu partout, mais et c'est marrant parce que c'est la salle des Marnes, donc la même salle qui a été occupée durant les événements en 68. Ben oui, c'est pour ça que je la montrais ici, parce que c'est dans cette salle-ci que se passent les événements, mais qui n'ont pas la même ampleur qu'à l'époque. Enfin, qui sait peut-être. Ça va se réveiller par la suite. Simplement, avant que tu rentres dans la chronologie, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu l'évocation, peut-être que c'était le cas dans les faits, mais du concept de commune libre, comme on a pu en parler le mois dernier à Tolbiac, à Paris.
Parce que là, c'était la commune libre de Tolbiac. Est-ce que ce concept-là est apparu ou est-ce qu'éventuellement, donc je répète ce que je te disais il y a quelques secondes, est-ce que dans les faits c'était cela sans en avoir l'intitulé? Après, ils ont choisi de s'appeler Assemblée libre, et donc directement, il y avait cette... en opposition à la verticalité des décisions à l'université, eux, tout était horizontal. Tout était horizontal. Ils refusaient tout pouvoir. D'ailleurs, c'est vrai. Pas mal de débats ne vont pas avancer à cause de ça, parce que voilà. Et donc, vraiment, c'était vraiment l'idée qu'ils allaient réinventer un peu la roue. Et au niveau des discours, des débats, etc. Et donc, quelque part, c'est le principe de la commune libre. Ah oui, tout à fait, c'est le principe de la commune libre. Et directement, ils ont appelé, pour désigner le bâtiment occupé, le bâtiment libéré. Et donc, voilà, oui. Voilà, tout est clair. De créer un nouveau microcosme où ils allaient pouvoir tester des... D'accord. Bah alors maintenant, on va dans la chronologie. Donc, on est le 13 mai ou encore un peu avant? Le 13 mai 68. Alors, tu commences. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme j'ai dit, des événements de Paris. Et en fait, souvent, il y a une expression qui dit que quand Paris est tenu, Bruxelles s'enrhume. Et en fait, bon, les événements de Paris, ça concerne beaucoup plus tôt. Ça concerne entre autres la Révolution 1830, puisqu'il y a les trois glorieuses, 28, 29 et 30, ou 27, 28 et 29, je crois, juillet 1830. Et puis alors, il y a les événements au mois d'août chez nous et la Révolution au mois de septembre. Voilà. Donc c'est lié un petit peu à ce qui s'est passé à ce moment-là. Ah, voilà. Vas-y. Du coup, il y a en fait une délégation d'étudiants. C'était une délégation de l'AGE, l'Assemblée Générale des Étudiants, qui était un peu le syndicat étudiant à l'époque sur l'ULB. Oui. Mais ce qu'il faut noter, c'est que, mis à part cet événement-là que je vais expliquer maintenant, ils n'auront pas beaucoup d'incidence pendant les événements. Donc il n'y a pas l'équivalent de l'UNEF en France, il y avait les gros syndicats étudiants, non. Il y avait l'AGE. L'AGE, oui. L'Assemblée Générale des Étudiants, mais qui est une AGE ULBiste, c'est pas comme l'UNEF en France qui couvre... c'est ça, qui est national au fond. Oui, tout à fait. Et du coup, ils ont été voir des camarades français de l'UNEF. Et donc un peu pour voir la situation sur place et pour aller voir comment ça se passait et avoir des témoignages de leurs camarades, quoi. Et en rentrant, ils vont organiser une séance d'information un peu sur ce qui se passait, quoi, au foyer. Donc c'est l'endroit où se réunissent les étudiants. Et donc ils organisent ça, il y a plus ou moins 300 personnes et il y a des représentants allemands, représentants français, néerlandais, italiens également, et donc on parle des problèmes et là plus généraux qu'il y a dans les universités, et ça devient vite un réquisitoire contre la société entière. C'est ça. Voilà, et on commence, à ce moment-là, ils commencent à essayer d'imaginer comment sont bien les camarades français, et donc ils parlent par exemple d'aller devant l'ambassade de France, et éventuellement, il y en a même un qui dit pourquoi pas occuper nos locaux, quoi. Mais bon, là, c'est juste une idée à ce moment-là. Et en fait, le soir même, donc le 13 mai 68, il y a à l'auditoire Paul-Émile Janson, donc le grand auditoire de l'université, il y a lieu un meeting contre la Grèce des colonels. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que de 67 à 74, c'est un régime dictatorial en Grèce. La junte militaire a pris le pouvoir et voilà. Et donc en gros, le roi Constantin II a dû se partir en exil. Oui, c'est ça. Et donc il y a ce meeting qui a lieu au Janson, qui est organisé par le Librex. Oui. Tu peux expliquer ce que c'est que le Librex? C'est le salut libre examen à l'ULB. Voilà, le libre examen, de nouveau pour nos auditeurs, nos auditrices, le libre examen est au fond le fondement de l'enseignement à l'université de Bruxelles, qui se trouve, je crois, c'est l'article 1er, je crois même, de l'université, enfin il me semble, je crois que c'est l'article 1er des statuts de l'université, qui dit que l'enseignement à l'université est basé sur le libre examen qui s'oppose à toute forme de dogme et d'autorité dans l'exercice de la recherche, en fait. C'est ça. Ouais. Et donc c'est un cercle étudiant très important, qui est toujours très actif aujourd'hui.
Voilà. Ils ont invité Mélina Mercouri, Oui. qui est en fait une chanteuse et une actrice célèbre à l'époque. Qui va devenir ministre de la Culture. Hein, Exactement, sous le gouvernement oui. Papandréou après. Oui, oui. Et donc en fait, elle est également partie en exil et elle fait un peu le tour de l'Europe pour expliquer et témoigner des atrocités qui se passent en Grèce à ce moment-là. C'est ça. Et ça, c'est à quelle date? C'est le 13 mai 68, le soir. Ah oui, le 13 mai Ouais, lui-même. Ah oui, d'accord. Oui. Et en fait, le jour même, oui. c'est le Janson, c'est un grand auditoire, et là il y avait plus ou moins 1500 personnes, donc en fait il est plein. Oui. Il est complètement Tout plein. à fait. Oui. Et parce que bon, c'était vraiment une sommité quand même, Bien sûr. c'est Mercouri, et donc Oui. tout le monde voulait la rencontrer. Et son discours a fait beaucoup de bruit. Et après ce meeting, il y a 500 étudiants qui décident de rester dans le Janson pour continuer à discuter. Et ils vont voter l'occupation du Janson. C'est la première assemblée libre en fait. C'est ça, c'est la nuit du 4 août, quoi. Voilà, c'est ça, Si je exactement. puis dire, oui. Ouais, tout à fait. Oui. Et en fait, ils vont se faire appeler le mouvement du 13 mai, Oui. en rapport au mouvement du 22 mars Oui. en France. C'est Voilà. ça. Donc c'est vraiment la première date. C'est l'acte fondateur, c'est l'acte de naissance Voilà. de l'Assemblée C'est libre, ça, et donc de ce mouvement qui va durer de 2 mois en gros. exactement. Hein, je calcule bien. Alors la suite. Voilà. À partir de là, tous les jours, il va y avoir des assemblées libres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que des assemblées libres étudiantes. Les professeurs vont très vite également se mettre en assemblée libre. Donc, il y aura 174 professeurs qui représentent 9% du corps enseignant qui vont également se mettre en assemblée libre. Donc, quand je dis professeurs, c'est professeurs, il y en avait quelques-uns, mais il y avait des chercheurs, des chargés de cours, Des assistants. et des aussi. assistants également. Donc ça veut dire qu'il y avait plus ou moins le corps scientifique, professoral et scientifique au sens large, c'était plus ou moins 2000 professeurs, C'est ça. si je calcule bien. Tout à Oui. fait. Ouais. Et du coup, il y a également des assemblées du personnel administratif qui vont se faire, le personnel technique un petit peu également. Voilà. Une autre date importante. Et il y aura un lien par la suite vraiment entre ces différentes catégories du personnel et avec les étudiants aussi? Mais au début de l'occupation, que je vais expliquer juste après, il y aura quelques liens, et donc ça va se confondre avec l'Assemblée libre occupante, mais comme je vais t'expliquer très vite... Alors je te laisse parler, tu ils vont se développes pas. séparer et partir, et leur propre... Oui, parce qu'ils ont des intérêts plus peut-être corporatistes, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, c'est à toi de nous l'expliquer plus tard. C'est ça. Oui. Du coup, une autre date importante, c'est le 22 mai 68. Oui. Là, ça va être la première assemblée libre de la communauté universitaire. Le Janson est plus que plein, il y a 2000 personnes. Et c'est le 22 en souvenir du mouvement du 22 mars ou ça n'a rien à voir? Non. Est-ce que c'est parce qu'il y a parfois des dates symboliques? Non, c'est le mouvement qui... on ne va pas retarder d'un jour parce que le mouvement part pour fêter un anniversaire. D'accord. Voilà, tout à fait. Oui. Et du coup, le Janson est plus que plein, 2000 personnes. Il y a des gens dans les couloirs, dehors et tout. Oui, oui. Et en fait, là, c'est vraiment la première assemblée libre de la communauté universitaire et on parle surtout des problèmes de l'université. Donc là, on parle plus des problèmes dans son ensemble, mais l'université libre, tout ce qu'elle a comme problème, etc. Et il est décidé, lors de cette assemblée, d'élire des délégués qui vont aller rencontrer le conseil d'administration. Normalement, ils étaient censés être 10. Au sortir de cette assemblée libre, à 17h, ils seront plus de 1000 à aller vers le bâtiment administrateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre le 13 mai et le 22 mai, les autorités n'avaient pas vraiment réagi. Non. Ah non. Donc elles étaient restées quoi comme ça Ils faisaient des... Enfin, ils se réunissaient. Ils se réunissaient entre eux, mais ils Voilà. n'avaient pas pris position publiquement. Non. Entendu, d'accord. Voilà. Oui. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le bureau du conseil d'administration, à l'époque, était encore sur le site universitaire. Oui. Après 68, c'est une des premières choses qu'ils vont faire d'ailleurs, c'est déplacer le bureau du conseil d'administration et le mettre en dehors d'un site universitaire. Parce qu'il faut savoir que sur un site universitaire, normalement, la police ne peut pas intervenir comme ça. Oui. Elle doit être appelée par les autorités, et donc comme ça, c'est plus facile. Oui, donc c'est dans un cadre vraiment... Ah oui, non, tout à fait. oui. Et il y a eu des exemples comme ça, par exemple. De prévention à la... Oui, et répressif. Voilà. Oui, potentiellement. Hein, Oui, potentiellement il y a eu des choses comme ça, mais à Paris, par exemple, ils ont tout bitumé après mai 68. Ah oui, oui, bien sûr.
C'était des pavés partout. C'est bien dommage d'ailleurs. Voilà. C'était plus joli. Ouais, non, indépendamment de l'aspect bien sûr. contestataire, c'est quand même plus joli. Voilà, Tout à fait. je t'écoute. Et du coup, donc il y a ces 1000 personnes qui vont en marche vers le bureau du conseil d'administration qui est encore sur le site universitaire à l'époque. Et la salle du conseil d'administration est trouvée vide, alors qu'il devait y avoir un conseil d'administration exceptionnel qui était censé se réunir là. La rumeur veut qu'il se trouvait à la Villa Lorraine. Tu expliques un petit peu ce que c'est que la célèbre Villa Lorraine. restaurant étoilé bruxellois, très huppé. À Uccle, donc. Voilà, Oui, c'est ça, près du bois de la Cambre. Voilà, ouais. Qui était tout un symbole, évidemment. Ah oui, c'est ça, voilà. Oui, on imagine que cette rumeur-là, qu'elle soit ou non fondée, ait pu encore augmenter le clivage entre les contestataires et d'autre part les dominants, on peut les appeler comme ça. Ça a galvanisé les troupes, comme on dit. Bien sûr, voilà. bien sûr, oui. Et du coup, à partir de là, donc ils sont dans la salle du conseil d'administration. Ils décident d'élire un comité technique, oui. Et ils votent l'occupation du bâtiment. Et ça se fait donc à main levée? Oui, tout à fait, à main levée. Ouais. Donc dans les votes qui vont se produire, ce sera toujours à main levée, il n'y aura jamais de scrutin secret? Non, ce sera toujours à main levée, oui. Majorité. Et donc, en fait, ils votent des motions, et ces motions, en fait, ils vont les transcrire par écrit, et puis les diffuser à la presse. Et alors, comment l'Assemblée libre est-elle organisée? Est-ce qu'il y a un président de séance, un modérateur? Comment ça se passe? Quand quelqu'un veut prendre la parole, il lève la main, je suppose qu'on lui tend un micro, je suppose qu'il y en avait à l'époque. Non, il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas de micro, donc voilà. Ça suppose que voilà. Et tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'Assemblée elle-même? Tout à fait. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, il refusait toute autorité. Oui. Donc en fait, dans l'Assemblée libre, très vite, ils se sont dit que c'était autogestionnaire, la manière dont ils s'organisaient, et que c'était la démocratie directe qui primait. Et tout le monde était d'accord là-dessus? Disons que... Enfin, je veux dire, il y avait eu un vote à main levée concernant le système autogestionnaire de l'Assemblée. C'est ça que je voudrais savoir. Oui, ou bien ça a été imposé par les grandes gueules, excuse-moi l'expression, simplement les tribuns, les orateurs, ceux qui parlent haut, et que les autres, parce qu'on sait parfois comment ça se passe, parce que le vote à main levée, pour certains, peut être considéré comme quelque chose qui n'est pas très démocratique, parce que, quand on commence à lever les mains, on regarde qui à gauche et à droite lève la main, et on peut se dire, mais moi je fais comme les autres pour ne pas être identifié. Non, ça s'est passé à main levée. Et en fait, oui. juste je caricature un peu, mais au niveau de l'Assemblée libre, il y avait, entre guillemets, ce qu'on appelle plusieurs chapelles. En fait. Donc d'un côté, il y avait les mouvements trotskistes, maoïstes, etc., qui voulaient élire une sorte de comité qui allait décider pour tous les autres, etc., qui allait être élu. Et de l'autre côté, il y avait des libertaires qui, eux, voulaient qu'il y ait un comité technique, en fait, mais juste technique, qui était là pour approvisionner, s'occuper de la sécurité. Et est-ce qu'on a une idée de la proportion dans l'Assemblée, à la grosse louche, de ceux qui étaient plutôt, comment dirais-je, des communistes plus traditionnels, je dirais maoïstes, traditionnels entendus bien, je ne parle pas des communistes, membres du Parti communiste, je parle ici des trotskistes, des maoïstes qui sont la gauche de la gauche de la gauche, et d'autre part la position libertaire. On a une petite idée du rapport de force au sein de l'Assemblée ou pas du tout, ou c'est pas quantifiable? C'est difficilement quantifiable et il n'y a aucun texte qui dit un peu, mais toujours est-il que en fait... Il y a comme des figures de proue dans ces assemblées, donc on a certains qui sont identifiables comme étant maoïstes ou comme étant... vous savez qui était qui, mais c'est difficile de quantifier. Mais toujours est-il que c'est la tendance libertaire qui l'a emporté, et c'est pour ça que les décisions, c'était à leur manière... Est-ce qu'il y avait, comme pendant la Révolution française, un marais, la plaine, c'est-à-dire ceux qui se rangeaient du côté des plus forts au moment de l'Assemblée, quoi? Honnêtement, je sais pas, non, d'accord, mais c'était une question... donc au niveau des décisions, en fait, donc, tout se passait à main levée, et donc, comme j'ai dit, ils refusaient toute autorité. Donc on pouvait même pas... Enfin, on venait en tant qu'individu là-bas. Oui. On venait pas en tant que représentant
parti, d'un c'est ça. groupe Oui, politique, oui, oui. c'était vraiment en tant qu'individu. Et en fait, ce qu'ils avaient, la seule autorité qu'ils acceptaient, c'était celle du président de séance. Oui. Donc c'était une personne qui ne participait pas au débat, Et qui qui ne était pouvait élu pas comment? voter. Elle était élue à chaque assemblée libre à main levée. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque assemblée libre était souveraine de ses décisions. Oui. Et c'est un mandat révocable, C'était éventuellement au révocable. milieu de l'Assemblée, si on voyait que le président tout à fait. commençait à favoriser une faction, si je puis dire, plutôt qu'une autre, il pouvait donc être Ouais, tout à fait. limogé Tout à fait. en cours de Et séance. donc vraiment, ils avaient peur vraiment de toutes les autorités. Du coup, ils avaient vraiment cadenassé, entre guillemets, le rôle de ce président de séance. Donc lui, il pouvait juste distribuer la parole. Rien d'autre, oui. Voilà. Arrêter les C'est gens. un président un peu émasculé, si je puis dire. Voilà, on peut dire ça. Oui, oui. Et donc, distribuer la parole, élaborer le vote, etc., présenter, voilà. C'est tout ce qu'il faisait. Il ne pouvait pas participer au débat, pas voter. Et quand tu dis le président, est-ce qu'il y a eu des présidentes? Quelquefois, mais moins souvent. Moins souvent. Mais il y en a oui. eu. Oui, bah, qui correspond peut-être au nombre d'étudiants à l'université. Il y avait sans doute plus Ouais. d'hommes que de femmes C'est ça. aussi. Hein. C'est ça. Et donc, les votes, c'était à main levée, Oui. à la majorité. Et en fait, comme j'ai dit, ils appelaient ça des motions, qu'après ils transcrivaient et puis ils envoyaient à la presse. Comme motion connue, il y a par exemple la non-reconnaissance du conseil d'administration, C'est ça. le fait qu'ils voulaient une troisième session, ça j'expliquerai après. Oui. Et troisièmement, il y a Enfin, une session d'examen. Voilà. Oui, oui. Une notion bien connue, c'était celle. Il déclarait que les cotes universitaires étaient mixtes. C'est ça, de la cité universitaire. Ouais, c'était donc, très hein, c'est ça. dans l'ère de l'époque. Oui, oui, oui. En fait, Mais tout ça fait était- référence aussi au mouvement du 22 mars, ça, Ouais, le tout à fait. fait que les garçons puissent aller Ouais, dans exactement. dans les Ça, chambres en des plus, filles. Ça, ce sera un des acquis après mai 68. Oui, Ce sera les cités universitaires seront mixtes. c'est ça. Voilà. C'est ça. Et alors, au fond, pour revenir au rôle du président, est-ce que dans la définition de sa fonction, de son rôle, est-ce qu'il était indiqué que le temps était limité par intervenant, ou est-ce qu'on pouvait discourir comme ça jusqu'à 5 heures du matin et chacun pouvait éventuellement monopoliser la parole pendant un quart d'heure? Est-ce qu'il y a des traces de cela ou... Ben, justement, ils avaient choisi de mettre en place une modération qu'ils ont appelée douce. Modération Oui. douce. En fait, les ténors, donc les gens bien connus, ceux qui ont Oui, facile oui, à oui. parler, etc., pouvaient s'exprimer que 2 fois sur une soirée, sur une assemblée, Oui, oui. tandis que les autres, Ah, c'est ça. autant de fois qu'ils voulaient, sans limite. Ah, d'accord. Et est-ce que ça n'a pas, d'après le... Parce qu'au fond, est-ce qu'on a gardé des procès-verbaux quand même de ces assemblées libres? Donc, est-ce qu'on a, comment dirais-je, des indications sur le nombre de participants qu'il y avait au début ou à la fin? Parce qu'au fond, j'imagine que ça devait s'effilocher et que si ça pouvait durer une grande partie de la nuit, vers 2 ou 3 heures du matin, il y en a qui rentraient chez eux ou qui occupaient et allaient dormir dehors sur la pelouse, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Parce que ça décourage ceux qui n'ont pas une capacité, Non, je veux bien dire, sûr. de résistance, à moins de dormir toute la journée, de ne se réveiller que le soir, c'est aussi possible. Oui, tout Hein. à fait. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu plusieurs moments. En fait, il y a eu Oui. le moment où ils ont commencé à occuper, donc là, il y a eu pas mal de monde. Oui. Et donc avant ça, il y avait aux assemblées, il y avait plus ou moins 500 personnes quotidiennement. Ah aux voilà, assemblées. 500, oui, Et au moment de l'occupation, il y avait près de 1000 personnes aux assemblées. c'est ça. Mais après, évidemment, au fur et à mesure des heures, il y avait de moins en moins de monde. Ben c'est oui, clair. comme toujours, oui, oui, oui. Et c'est clair. Et après, enfin, comme on verra, il y a pas mal d'étudiants qui vont se consacrer soit aux études, soit aux assemblées facultaires. C'est ça, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des, comment dirais-je, des déclarations publiques à un moment donné des autorités, donc de ce conseil d'administration, du type que celle qu'on a entendue, je ne sais plus, il y a 3 semaines, un mois, je crois, donc on est en mai 2018, je le répétais tout à l'heure, du président de la Sorbonne, là, enfin, et pour parler de Tolbiac, en disant qu'il fallait évacuer les lieux par manu militari, donc par la police, parce que tu as entendu ces déclarations, à ce moment-là,
parce que il y avait de la drogue qui circulait. Lui, il a même évoqué, comment dirais-je, des problèmes de mœurs, hein, mais même allant plus loin en disant que ça allait même jusqu'à la prostitution. Alors, j'ai pas dit. Je voulais savoir s'il y a eu des déclarations de ce type-là, de type réactionnaire, pour faire passer la pilule d'une évacuation qui se fera beaucoup plus tard, au mois de juillet. Est-ce que c'est intervenu, ou bien tout ça, ça s'est fait, enfin, voilà, sans qu'il y ait de déclaration à la presse, quoi. Et comme j'ai dit, en fait, le conseil d'administration déjà se portait pas bien. Il y avait pas mal de dissensions entre eux. Oui. Et même au niveau du gouvernement belge à l'époque, il y avait, d'ailleurs, après l'affaire Louvain, il y a eu des démissions, etc. Du coup, il y a pas mal de choses. C'était assez compliqué. Et je pense qu'ils voyaient comment ça débordait à Paris. Et donc ils se sont dit, ben, on va calmer le jeu, on va rester tout debout, très calme. Et donc ils ont fait des déclarations, mais plus pour essayer de lisser le truc et dire, ben, on comprend et on va organiser des sessions pour discuter, etc. D'accord, c'est ça. Et assez vite, en fait, ils ont dit, alors que tout le monde a fait dit, on ne reconnaît plus le conseil d'administration, ils ont dit, ben, on va se réformer. Ben, c'était trop tard. Oui, bien ils ne sûr. voulaient pas juste une réforme, ils voulaient que ce conseil d'administration disparaisse. Est-ce que comme en mai 68 en France, il y a eu comme ça pendant une bonne quinzaine de jours une vacation du pouvoir? On se souvient qu'en France, De Gaulle est parti en Allemagne, à Baden-Baden, pour dire, vous voyez, maintenant il n'y a plus... Enfin, on ne sait pas très bien quelles étaient ses intentions d'ailleurs, hein, mais on peut supposer, voilà, il n'y a plus rien. Et que, voilà, il n'y avait plus d'interlocuteurs à un certain moment sur le plan politique, qui fait que, bon, ben, la brèche était ouverte, c'est d'ailleurs le titre d'un livre sur mai 68, La brèche, et qui a fait que, bon, on était dans une ambiance à Paris, mais est-ce que ça a été le cas à Bruxelles aussi, où il y a eu une forme de désarroi, puisque tu viens d'évoquer la crise politique, qui est indépendante de ce mouvement-là d'ailleurs, enfin qui est liée à l'affaire de Louvain quand même, et qui est indépendante de ce qui se passe à l'ULB. Est-ce qu'il y a eu l'équivalent d'une sorte de, puisqu'on était dans une période d'entre-deux crises politiques, où finalement les étudiants se sont dit, ben, tout vacille, un monde nouveau va pouvoir naître sur base des ruines de ce monde ancien. Est-ce que ce genre de choses a été évoqué dans... vu le contexte politique donc général dans lequel on se trouvait, et plus particulièrement par rapport à l'absence de réaction du conseil d'administration, et quand il a pris la parole, c'était trop tard, puisque comme tu le dis, c'était déjà on était en pleine révolte, c'était trop tard, on dit qu'on allait faire des réformes. Est-ce qu'il y a un peu l'équivalent de ce qui s'est passé sur le plan politique à Paris? Mais disons qu'en Belgique, ça a été contenu surtout à Bruxelles, enfin en mai 68, oui. après on verra qu'il y a eu après, oui, ça c'est... oui, d'accord, oui. Ça a été surtout contenu à Bruxelles, et Bruxelles c'est principalement l'ULB et quelques autres écoles qui ont également été occupées, mais c'était pas du tout la même... La société n'a pas bougé au fond. Au niveau des... Par exemple, est-ce qu'il y a eu des ouvriers dans les usines qui ont levé le pied à ce moment-là? Rien du tout. Il y a eu quelques délégations ouvrières qui ont été à l'Assemblée libre, mais en fait... En Belgique, des membres de syndicats, j'imagine, oui, c'est ça, voilà, oui. Mais il n'y a pas eu... non, donc ça, il y a vraiment une spécificité belge par rapport à Paris, où là, il y a eu plusieurs millions de grévistes à un moment donné, et là, c'était la société qui était en train de vaciller sur ses bases. À Bruxelles, il n'y a pas eu ça du tout. En Belgique, ça va se passer après, pour les ouvriers, et puis il y a eu l'hiver 61, où c'était pas mal dégoûté. Oui, c'est ça. Ils n'avaient plus trop envie de participer à ça. Non, parce que là, il y avait eu des millions aussi. Ouais, enfin, à l'échelle de la Belgique, c'était une très très grande grève, mais qui avait abouti à un échec. Hein, finalement, il n'y a pas eu l'équivalent des accords de Grenelle. Non, voilà, en janvier-février 61, finalement, la loi Esken s'est passée, et finalement, le mouvement ouvrier... a été vaincu, mais enfin ça a permis quand même, enfin c'est pas l'objet ici, comment dirais-je, d'avancer dans la fédéralisation du pays avec André Renard, qui était le leader à ce moment-là de la grande grève, à la fois socialiste, mais vraiment de gauche, socialiste de gauche, hein, et de pousser à la fédéralisation du pays. Si tu peux poursuivre un petit peu dans la chronologie maintenant. Dans la chronologie... Donc on était arrivé, on s'y situe où ici? On se trouve fin mai? On se trouve à quel moment? On est le 22 mai. Donc le 22 mai, oui. L'occupation commence. Oui.
Mais en gros, à partir de là, ils vont commencer à mettre en place l'occupation. Mais jusqu'au 10 juillet, c'est... donc il n'y a pas l'occupation. Ça veut dire quoi, 3 semaines, quoi, si je calcule bien. Un peu moins de 3 semaines. Ouais. Du 22 au... Non, 22 mai jusqu'au 10 juillet. Donc, juillet, excuse-moi, j'étais en juin, je suis un peu... Donc là, ils vont occuper. Oui, tout à fait. Avec des hauts et des bas, et de oui. moins en moins de monde. Au début de l'occupation, il y a plus de 1000 personnes, et après, il y a de moins en moins. Quoi. Et alors, y a-t-il une raison à cet essoufflement? Mais au niveau du sifflement, il y a plusieurs possibilités. Même si une des premières revendications de l'Assemblée libre, c'était de demander une 3e session. Oui. Donc une 3e session d'examen en novembre. Ce qui permettait aux étudiants même s'ils rataient la première session, c'est pas grave, donc ils pouvaient continuer l'occupation. C'est vraiment une des premières revendications de l'Assemblée libre, et ça a bien marché. Mais donc il y a eu les étudiants qui se sont consacrés aux examens, qui a fait que ça a un peu délaissé l'Assemblée libre. Et puis pas mal d'étudiants ont commencé à se dire que l'Assemblée libre, c'était pas assez concret pour la réforme de l'université. C'était la réforme globale du monde, mais il y a des gens qui n'y croyaient pas, et des gens qui voulaient vraiment réformer d'abord leur lieu et puis ailleurs. Et donc en fait il y a eu des assemblées facultaires qui sont apparues dès juin 68 et qui étaient plus pour chaque faculté Donc ce sont des assemblées des étudiants, des assistants, des professeurs, ce qui n'existait pas auparavant. Exactement, et donc parce que les autorités de l'université avaient dit on va commencer à faire des groupes de travail pour réfléchir à rénover l'université. C'est ça. Et je crois, je me souviens t'avoir entendu dans une conférence précédente où tu expliquais qu'il y avait d'ailleurs un certain nombre de... On avait rebaptisé certaines salles et on avait donné des noms à certaines commissions, je crois. Enfin, tu pourrais rappeler ça. C'est assez amusant aussi. Oui, par exemple, le Janson, ils l'ont appelé le Che Guevara. C'est ça, oui. Voilà. Ce qui donnait évidemment une tonalité particulière. Mais Che Guevara, oui, je dis tonalité particulière parce qu'il y a quand même beaucoup de libertaires, en tout cas. Et Che Guevara, on ne peut pas dire que ce soit vraiment libertaire. Il n'y a pas eu... enfin, je ne sais pas, est-ce que tu as trouvé des traces pour appeler ça autrement que Che Guevara? Évidemment, en 68, on comprend. Il avait été assassiné peu de temps auparavant. Il était un symbole, évidemment. Dans les années 60, c'est... il y a pas mal contre l'impérialisme américain. Oui, c'est ça, et donc c'était ça l'idée. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait comme autre salle? Par exemple, dans les bâtiments occupés, il y avait le bâtiment A aujourd'hui, qui est un peu le beau bâtiment de l'université. C'était celui qui où il y a la salle de marbre. Oui, c'est ça. Voilà, oui. Et donc il y a la fac de droit dedans. Oui, et la faculté de philosophie et lettres. Oui. Et donc la fac de droit, il l'avait rebaptisé en fac de droit libre et autogéré. Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Parce qu'évidemment, le droit, c'est certainement la discipline qui, symboliquement, est la plus, je crois, dans ces périodes-là, la plus symbolique et significative, parce que le droit, le droit, c'est quand même l'endroit où les étudiants apprennent à penser en fonction d'un ordre établi, qu'on le veuille ou non. Donc c'est pas par hasard, quoi. Ouais. Tandis qu'il y a d'autres facultés qui ont toujours une tradition plus de gauche, plus libertaire, enfin peut-être pas libertaire, mais de gauche en tout cas. C'est surtout les facultés qui forment de futurs enseignants, je crois. Faculté philosophie et lettres, et faculté des sciences aussi. Ouais. Enfin, pas à l'époque. Pas les sciences, non. Parce que ça forme aussi de futurs enseignants. C'était plutôt tout l'inverse. Tout l'inverse, c'était plutôt droitier. C'est vraiment des opposants à l'Assemblée libre. Ah, tiens. Ah oui. Il y a encore d'autres choses. Tu as parlé de ces deux-là. Oui, et il y avait l'université, c'est sur l'avenue Franklin Roosevelt, le siège de l'université, c'est le numéro 47, et donc ils l'ont appelé 47e université de la semaine sanglante. Ah oui, donc là, il y a référence à la commune. Voilà. C'est ça. Semaine qui a... Oui, la semaine du 21 au 28 mai 1871, oui, c'est ça. Et il n'y en avait pas encore un autre, il n'y avait pas la salle où il y avait le téléphone, etc. Je crois que tu avais donné aussi des noms. Mais non, ça, il n'y avait pas de nom, mais alors après, je peux parler de... Oui, de l'organisation, mais c'est intéressant. Mais donc, d'abord, en fait,
donc il y avait le bâtiment occupé, et au premier étage du bâtiment occupé, c'est une bibliothèque. Et donc ça, ils l'ont laissé ouverte, il l'a déclaré ouverte à toute la population. Oui. Et le personnel pouvait encore y travailler. Ensuite, il y avait la professeure du bâtiment de philo et lettres. Et ça, en gros, ils ont fait une salle d'intendance. Donc c'est là qu'on trouvait la trésorerie, qu'on trouvait la crèche. C'était assez symbolique de faire une crèche déjà à l'époque. Et c'est là qu'on trouvait les dortoirs. Voilà. Puis il y avait, en fait, l'université a un central téléphonique. Donc ils ont occupé le central téléphonique qui est au même endroit qui était dans le couloir. Et donc ils l'utilisaient pour appeler d'autres occupations. Et on n'aura pas coupé, ça non, on n'a pas coupé. La note d'université, je ne sais pas pourquoi ils ont été salé. Être salé, ils s'appelaient Mexique, ils s'appelaient Cuba. Oui, voilà. Oui. Ils ont également utilisé la timbreuse de l'université pour envoyer des courriers à l'ensemble de la communauté universitaire. Donc, parfois il y avait des pamphlets humoristiques, il y avait des tracts aussi qu'ils envoyaient. Et donc à côté de ça, il y avait ils ont mis pas mal de choses en place. Il y avait un service d'ordre qui a été mis en place pour se prémunir des attaques fascistes. Mais également contre la police ou... Non, c'était destiné... non, pas pour la police. Après, il y avait l'idée contre la police, mais comme je t'ai déjà dit, la police n'est pas intervenue. Non, mais elle aurait pu intervenir. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que le service d'ordre n'était là pas aussi là pour protéger les locaux occupés face à un moment donné, l'intervention de la police? L'idée, c'était vraiment de protéger l'occupation. Protéger la police. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a eu une ou plusieurs revues qui sont nées donc le 13 mai ou dans les jours qui ont suivi et où l'on trouve vraiment des interviews, des articles, j'imagine qu'il y a eu plein de pamphlets, beaucoup de tracts, mais est-ce qu'il y a eu des revues qui publiaient, je ne sais pas, tous les 2 ou 3 jours, ou une fois par semaine, je sais pas, des comptes rendus ou des projets de société? Pas à ma connaissance. Là, effectivement, il y a eu pas mal de pamphlets, et soit qui émanaient de l'Assemblée libre directement, ou d'individus en fait. Et au fond, à l'époque, il n'y avait pas encore la mode des tags, et donc j'imagine que c'était plutôt des affiches qui étaient mises dans les couloirs de l'université. C'est ça, exactement. Voilà. Il y avait l'organe de propagande, entre guillemets, donc de là où émanaient la plupart des tracts, avec une dupliqueuse qu'ils avaient volée aux presses universitaires. Et effectivement, ils avaient décoré un peu le bâtiment, il y avait des calicots partout, et puis des sortes de notes d'expression libre. Mais il y a eu moins, comme à Paris, il y a eu pas mal d'affiches qui sont nées. À Bruxelles, il y a eu un peu moins. Moi, je me souviens quand j'étais donc à l'université, c'est-à-dire il y a bien longtemps, il y a plus de 40 ans, je suis rentré à l'université, à l'ULB, donc dans les années 70. Et là, je me souviens, puisque j'étais délégué étudiant, je me souviens avoir proposé, mais ça n'a pas été suivi à l'époque, parce que j'étais en histoire, donc indépendamment de mes idées politiques, j'étais d'abord historien. J'avais proposé, mais ça n'a pas été suivi, l'idée de garder pour les archives de l'université des photos de tout ce qui était écrit au bic avec des tags, enfin c'était pas des tags, enfin des magicolores, dans les toilettes, parce que je trouvais que c'était tellement révélateur de l'histoire des mentalités que ça méritait de faire des photos tous les X temps pour voir l'évolution des mentalités, parce que c'était très intéressant. Pour moi, c'était une source, comme à Pompéi, il y a comme ça sur les murs des injures de Romains d'il y a 2000 ans, ou des tas de choses comme ça, et je trouvais que c'était une idée, ça n'a pas été suivi, mais moi, quand je me souviens, quand j'étais aux toilettes, c'est un endroit bizarre, mais qui pour un historien, ça a du sens, ça me permettait de voir toute une série de choses et des injures contre certains professeurs. Et voilà, bon, il y a beaucoup de, il y avait beaucoup de dessins d'origine, liés à la thématique sexuelle, bien entendu, peut-être que ça existe toujours, je ne sais pas, mais il y avait quand même des messages d'ordre politique.
Et c'est dommage, je trouve, parce qu'à un moment donné, j'imagine que ça disparaît, on nettoie tout ça. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est une vraie source, je crois. Parce qu'on se lâche souvent dans les toilettes. Voilà. Et alors, ça permet d'écrire sans être vu, surtout. Ouais, alors que quand on affiche, là, on manifeste, on tient à ce que ce soit su et surtout vu que soi-même on est un militant. Tandis que là, il y a les militants cachés, pas seulement des militants, ce sont ceux les timides, qui écrivent à cet endroit-là ce qu'ils n'oseraient peut-être pas dire ailleurs. Voilà. Je te laisse poursuivre. Donc, t'étais en fait, on était dans l'essoufflement du mouvement, je crois. C'est ça. Voilà. Et en parlant d'historiens, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Assemblée libre, il y a pas mal de gens qui passaient, etc. Mais il y a eu une série d'historiens. D'étudiants en histoire en fait. Oui. Et c'est pour ça que la plupart des tracts ont été conservés. Parce qu'ils avaient déjà cette idée. Ils avaient cette idée. Les photos étaient conservées aussi. Au fond, pour les historiens, ce sont des gens qui travaillent sur deux temps en même temps. Ils sont dans le présent, ils peuvent militer dans le présent ou ne pas militer, parce qu'il y en a aussi qui sont des simples observateurs, et en même temps se projeter, dire mais qu'est-ce que ça va devenir plus tard, qu'est-ce qu'on en fera. Voilà, d'autant plus que ça peut être fait dans un but purement scientifique, si je puis dire, mais aussi garder la mémoire, ça a une signification d'un point de vue militant aussi. Il y a une double fonction. Alors je te laisse poursuivre. Donc, je ne sais plus, je crois qu'on était dans l'essoufflement. Non, pas encore. Tu peux expliquer en fait comment le mouvement a évolué en juin et en juillet. Alors, parce qu'on n'est pas encore au bout du mouvement pour l'instant. C'est le 10 juillet que ça se termine. Donc comment ça évolue pendant cette période-là? Comme j'ai dit, il y a pas mal de gens qui commencent à penser que c'est plus en adéquation et que, vu que l'idée, c'est dans l'Assemblée libre, c'est qu'il n'y ait pas d'autorité et que tous les sujets peuvent être abordés, et que tout le monde peut proposer ce qu'il veut, les débats n'avancent pas. C'est ça. En fait. Il y a un ordre du jour, mais chaque fois il est composé au jour le jour et les gens peuvent... Ils veulent rétablir un ordre nouveau. Non, mais c'est parfois... Non, c'est intéressant de voir comment évolue ce genre de mouvement à un moment donné. Mais du coup... On dit que c'était pas si mal avant, finalement. Il y a pas mal d'étudiants qui commencent à délaisser l'Assemblée libre, soit pour se consacrer aux examens, soit pour les assemblées facultaires, comme j'ai dit. Et donc il y a moins de monde, donc ils commencent à réfléchir à d'autres formes pour s'organiser. Et donc à partir de juin, par exemple, ils vont, au niveau de l'Assemblée libre, se réunir en commission. Ils vont créer des commissions sur les sujets, et puis les gens viennent présenter leurs conclusions en fait à l'Assemblée libre, puis la commission est dissoute. Et à partir de là, il y a des votes qui ont lieu. Oui. Voilà. Et toujours avec pour objectif de publier dans la presse, avant tout. Donc l'objectif, c'est quand même de faire évoluer L'objectif, quand on publie dans la presse, c'est de faire connaître les décisions, ça c'est le premier objectif. Deux, c'est est-ce qu'on espère que, à la suite de la lecture de ces motions, ça va faire pression sur le pouvoir académique et politique, le cas échéant, parce que si on doit financer certaines mesures, il faut quand même chercher l'argent quelque part. Et est-ce qu'il y a aussi l'idée de faire évoluer les mentalités dans la société, dans son ensemble? Enfin, c'est trois objectifs qui me viennent maintenant à l'esprit, mais est-ce que ces trois objectifs étaient présents? Il y avait la dimension d'essayer de faire évoluer les mentalités. C'est pour ça que... ils déclaraient l'université ouverte à tous. Ils ont essayé un peu diffuser leurs idées, effectivement, soit via la radio, parce qu'ils avaient pris des canaux de la RTBF, enfin de la RTV à l'époque, ou bien, effectivement, dans la presse, ils essayaient de faire connaître leurs idées. Et donc, il y avait ces trois raisons, je pense. Est-ce qu'il y a eu des manifestations dans les rues de Bruxelles des étudiants à cette époque-là? Il y en a eu quelques-unes, mais... Honnêtement, ça s'est surtout concentré sur l'ULB. Alors, au niveau Quand je dis manifestation, c'est pas obligatoirement des bagarres avec les policiers, je veux dire des défilés, quoi. Il y en a eu quelques-uns, mais pas beaucoup. Non. En fonction des événements internationaux, etc. Oui, mais pas par rapport à ce qui se passait à l'ULB même. Non, ça, il n'y en a pas eu. Mais il y avait des soutiens d'autres... il y a eu d'autres occupations qui commençaient à émerger. Et donc est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans les écoles supérieures de Bruxelles? Il y a eu, par exemple, aux Beaux-Arts. Les Beaux-Arts ont été occupés, et donc il y a eu plusieurs
artistes enfin, il y a eu des échanges, comme par exemple Harry Mellenbaum qui a fait un calicot, ou bien Sommerville qui a fait un beau calicot qui est encore à l'université aujourd'hui. C'est ça. Mais alors, paradoxe. Mais il est dans la salle du conseil d'administration. Ça, voilà. Donc c'est vraiment la récupération classique. Voilà, c'est ça. Voilà, de certains symboles. Hein. Puis il y a eu la Cambre aussi. Oui, une école d'architecture et d'art. Hein. Exactement. Oui. Il y a eu l'IAD. Oui, l'Institut des Arts et Diffusion. C'est ça. Oui, je traduis toujours. Non, voilà, c'est volontairement. Et dans, je pense qu'il y en a eu quelques autres, mais comme ça ne me revient pas. Oui. Et donc en fait, l'INSAS, non? Il y a eu l'INSAS, effectivement, tout à fait. Aussi, c'est l'équivalent de l'IAD. Oui, non, tout à fait. Une école de cinéma, où on forme des gens pour la télévision. Voilà. Et donc c'était, il y a eu des petites occupations dans ces lieux-là également. D'accord. Donc dans le mouvement des artistes, ce qui paraît un petit peu logique. Et à Paris, ça s'est passé comme ça avec les Beaux-Arts. Hein, finalement, ce sont des étudiants des Beaux-Arts qui ont fait ces magnifiques affiches qu'on peut encore lire maintenant avec une petite larme à l'œil. Hein, oui, exactement. Pas seulement sous les pavés, enfin il y en a des masses comme ça, et avec ces superbes dessins quand même. Voilà. Formidable. Hein. Est-ce qu'il y en a d'aussi grande qualité qui ont été produits à ce moment-là par des étudiants des Beaux-Arts à Bruxelles? Mais il y a eu quelques calicots qui sont très beaux, donc notamment celui de Sommerville. Oui. Mais après, niveau affiches, ils récupéraient les affiches françaises. Ah oui, c'est un peu dommage. Oui. Donc il y a eu moins de créativité. Il y a eu un petit peu, mais moins. Ah voilà, un petit peu. Est-ce qu'au fond, comme à Paris, il y a eu, parce qu'il y a les mouvements que tu as évoqués, tu as parlé des trotskistes, tu as parlé des maoïstes, mais j'imagine qu'à côté de ça, il y avait des léninistes, il y avait tout le panel qu'on peut imaginer, mais est-ce qu'il y avait aussi des situationnistes parce que Van Eghem, c'est quand même un Belge qui avait été professeur dans l'enseignement supérieur en Belgique, l'établissement dans lequel j'enseigne d'ailleurs, à Nivelles, la haute école, donc Bruxelles-Brabant. Et est-ce qu'il y a eu quand même des gens de ce courant-là, des situs, au fond? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des traces de cela? On voit par exemple dans certains tracts ou certains pamphlets, etc., on voit clairement qu'ils étaient présents. Qu'ils étaient présents, c'est ça. Oui, clairement. C'est ça. D'accord. Je te laisse poursuivre la chronologie, hein, parce que tu dois aller jusqu'au 10 juillet et les choses ont évolué d'une manière particulière. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme j'ai dit, il y avait de moins en moins de monde, mais c'était plus ou moins tous les jours la même chose, quoi. Enfin, il y avait des motions, etc., ils se réunissaient, etc. Mais surtout la fin qui est intéressante, c'est effectivement à partir de juillet. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de juillet, même fin juin, ils ont commencé à avoir des pressions. Des pressions, il y avait 3 niveaux. Il y avait les attaques fascistes. Oui. Donc pour ça que et c'était quoi l'ordre nouveau? C'était comment s'appelait le... Occident. Occident, oui. Comme en France, c'est ça. Oui, auquel a appartenu Alain Madelin, je crois, oui, c'est ça, oui. Il y avait les pressions des autorités de l'université, et puis les pressions de la police. Oui. En fait, il faut savoir que... Et alors les pressions des fascistes, ça se manifestait comment? C'était des menaces verbales, où ils apparaissaient à l'entrée du campus habillés, je ne sais pas, de noir avec des bâtons? Comment ça se passait? En fait, il y a eu un peu verbal, etc., mais à plusieurs reprises, vraiment, c'était des attaques musclées pour essayer de déloger les membres de l'Assemblée libre. Quoi. Ah bon, carrément. Et en fait, alors l'Assemblée libre utilisait les lances à incendie pour se protéger, et puis il a été faire plusieurs visites au service d'éducation physique. Il y avait une armurerie physique, et donc ils ont été chercher des armes. Et comment ça fait qu'il y avait une armurerie au service? C'était quoi? Qu'est-ce que ça affichait là au fond? Le tir était enseigné. Oui. Ah bon? Est-ce qu'on s'est toujours enseigné le tir? Non, c'est plus enseigné. Le tir était enseigné. Alors on n'a pas de leçon à donner aux Américains là, pour l'instant à Trump. Non, tout à fait. Et puis il y avait de l'escrime aussi. C'est ça. On a des fleurets. Oui, c'est ça.
Puis ils avaient pris des battes et des choses comme ça. Pour se protéger, Ouais, le cas échéant. Ouais, Est-ce qu'il y a eu vraiment des combats avec l'extrême droite? Tout à fait. À plusieurs reprises, il y avait. Après, j'ai plus les dates exactes en tête, mais parfois il y avait jusqu'à une quarantaine de mecs cagoulés. Avec l'extrême droite face à l'Assemblée. Ouais, c'est ça. Et le service d'ordre, à plusieurs reprises, les a repoussés. Il y avait des blessés légers, des buts d'incendie, des choses comme ça. Mais Ah oui, à plusieurs reprises, ça a été utile. Et ou bien les repousser à coup de l'incendie aussi. Et par principe, j'imagine, puisqu'on était contre l'ordre établi, on n'appelait pas les policiers à ce moment-là par définition. Ah non, c'est clair. Ça c'est clair, oui, parce que sinon c'était réintégrer l'ordre classique. Exactement. C'est ça. Non, mais ils étaient au plus fort de la contestation à l'ULB, il y avait une centaine de membres dans le service d'ordre. Ah oui. Et il y avait des femmes. Un bataillon, quoi. Tout à fait. Un bataillon. Et ils utilisaient en fait les petites cabines des gardiens pour les parkings, comme avant-poste en fait. Et ils faisaient des rondes. C'était vraiment bien mené. Ah bon. Et ça existait alors quoi, en arrivant au mois de juillet, alors il y avait toujours ça ou non, dès la fin mai, ils ont mis en place un service d'ordre. Mais je veux dire, est-ce que ça a fonctionné jusqu'à la fin, ce système de vigile? Mais après, bon, à la fin de juillet, c'était plus de 20, du coup. Oui. Du coup, ça avait moins de sens, mais. C'est ça. Et donc la police n'est intervenue que parce qu'il n'était plus que 20, c'est ça? Mais en fait. Parce qu'ils auraient été 200. Mais là, les autorités avaient appelé la police, en fait. Oui, mais on peut imaginer qu'on a tenu compte d'abord du rapport de force. Oui, sans doute que. Vraisemblablement, parce qu'on ne s'attaque pas. Ça s'essouffle et il n'y a plus que les durs, entre guillemets. Ils sont fait appeler d'ailleurs les durs de l'Assemblée libre. Et ils ont été quoi alors envoyés au commissariat, ils ont été inculpés? Oui, il y en a plusieurs qui ont été déférés au parquet. Oui. Donc sur les 20, il y en a plus qui ont été déférés au parquet. Pour occupation des locaux? Pour possession d'armes de manière illégale ou... En fait, l'université a clairement porté plainte. Oui. En fait, jusque... J'ai plus la date en tête. Jusque mi-juin, en gros, l'université n'avait rien fait. Oui. Et il a dit maintenant ça suffit, on a fait appel à aucune sanction, etc. Mais maintenant, le règlement de l'université nous autorise à demander des sanctions. Donc à partir de maintenant, il y a des sanctions pour toute personne. Et ils ont évoqué des raisons liées à la sécurité, à l'hygiène, parce que j'imagine que ça... Parce que ça peut être aussi un motif officiel, dire, bon voilà, il y a danger pour les lieux, risque d'incendie, risque, puisqu'il n'y a plus d'entretien des locaux pour l'électricité, etc. Est-ce que ça intervient? Non, ça n'a pas été le motif. Non, ça n'a pas été le motif. C'était clairement que c'était qui dégradait le matériel de l'université. Et, oui, mais donc quand même, c'est lié à ça, oui, donc des problèmes de sécurité, donc, oui, c'est ça. Oui, donc c'est vraiment lié à ça. Ouais. C'est ça. Et alors, quand le mouvement s'est progressivement estompé, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même, lorsque les 20 derniers, quand la police est arrivée, est-ce qu'il n'y a pas eu, j'imagine, des tas de coups de téléphone qui ont fait qu'il y a eu des tas d'étudiants qui se sont rassemblés à ce moment-là pour manifester contre l'intrusion des policiers sur le campus universitaire? Mais en fait, le 10 juillet, c'est l'intervention. Oui. Donc, les autorités de l'université ont appelé la police. Oui. Et donc, disons qu'il y avait une centaine de policiers et une centaine de gendarmes. Oui. Avec autopompe, chevaux, donc 10 fois plus bazar. Que les manifestants. Voilà. Oui. Il y avait également les pompiers et les ambulances sur place au cas où. Oui. Et donc devant ce dispositif, ils se sont dit, bon, on sort, on n'a plus rien à prouver. Ah oui, d'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a eu du soutien, mais après, juste après quand les 12 ont été déférés au parquet, puis libérés. Et à ce moment-là, il y a eu du soutien, et donc ils ont voulu... Les 12 ou les 20? Non, il y en avait 12. Il y en avait 20 qui ont été arrêtés, oui. et les 8 autres, ils ont été relâchés directement. D'accord, oui. Et 12 ont été déférés au parquet, interrogés, et puis libérés. Oui, oui. Et là, il y a eu un peu de soutien, ils ont voulu réoccuper le bâtiment, mais là, le personnel qui était dedans les a repoussés. Et donc, ils sont réunis à la cité après. Et donc, il y a eu un petit peu, mais on est quand même le 10 juillet, donc même si les examens avaient lieu un peu plus tard, il ne se passait plus grand chose à l'ULB, il y a plus grand monde. C'est ça.
D'accord. Alors maintenant, on va passer à, j'allais dire, la morale de l'histoire, parce qu'il n'y a pas de sens, mais volontairement, c'est pour faire un petit clin d'œil humoristique, je parle de la morale de l'histoire. Alors, quelles ont été les modifications à la fois institutionnelles au lendemain du mai 68 bruxellois, donc quant à l'organisation de l'université, et alors, y a-t-il eu vraiment un nouvel esprit parmi les étudiants à la rentrée, donc en septembre-octobre 1968, ou est-ce qu'il y a eu quand même des prolongements, même si ça n'était pas le sujet de ton mémoire, hein, je comprends bien, mais enfin, est-ce que tu as des informations à ce sujet-là? Donc d'abord, sur le plan institutionnel, qu'est-ce qu'on a mis en place? Alors, soit à la rentrée, soit dans l'année ou les 2 années qui vont suivre. Ouais, parce que j'imagine que le processus facultaire est tel que, bon, ben, on doit passer par une série de stades, d'étapes, avant que ce soit, comment dirais-je, coulé dans le bronze des nouvelles institutions. Ça peut-être il y a 1 ou 2 ans, je ne sais pas. Dans le courant de l'année 69 que ça a clairement été mis en place. Voilà. Et du coup, l'ULB a été une des premières universitaires à avoir des représentants de toute la communauté universitaire. D'accord, donc les étudiants étaient représentés, le personnel administratif était représenté, le personnel technique, bon, les professeurs, assistants, chercheurs, etc. Et donc c'était beaucoup... Et dans quelle proportion? Parce que moi, quand j'y étais, j'imagine que j'ai connu, au fond, l'application des statuts résultant des combats à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a créé, donc il y avait le conseil d'administration, le conseil facultaire, il y avait le conseil de section, c'est-à-dire, j'imagine que ça existe toujours, donc chaque département, on peut dire maintenant ça s'appelle peut-être plus section, peut-être département, hein, chaque département, moi j'étais bien sûr dans le département d'histoire, il y avait donc des élections, bon, tous les professeurs pouvaient siéger, mais il y avait quand même un quota en termes de vote. Il y avait les étudiants et il y avait les assistants-chercheurs. Au niveau d'un département, il n'y avait pas évidemment le personnel technique et ouvrier. Ça concernait évidemment le conseil d'administration. Mais d'emblée, et je crois que c'était comme ça aussi au conseil facultaire, conseil d'administration, je ne sais pas, les professeurs avaient d'office la moitié des voix. C'est ça. Et l'autre moitié était partagée entre les assistants-chercheurs et les étudiants. C'est toujours le même système. C'est ça. Mais alors au conseil d'administration, je sais qu'il y a eu une représentation donc étudiante. Elle représentait quoi? Parce que je sais qu'elle représente quoi? Parce que je sais qu'en mai 68, il y avait une revendication des étudiants, c'est que on était le conseil d'administration devait les membres de la communauté universitaire devaient être représentés au prorata du nombre d'étudiants, de professeurs, etc., de telle manière que les étudiants avaient d'office une majorité absolue. Ouais, ça c'est clairement pas le cas. Non, mais je sais qu'il y a eu cette revendication-là, parce que quand moi j'étais étudiant à l'université, je me souviens qu'on disait, oui, mais si d'office les professeurs ont la moitié des voix, les jeux sont faits d'office, puisque bon, qu'ils soient tous là ou qu'ils ne soient pas là, puisque voilà, il suffisait qu'il y ait un professeur qui soit au conseil de section, ce qui n'est jamais arrivé, ils étaient beaucoup plus nombreux, lui, à lui seul, il avait l'ensemble des voix des professeurs, et tous les délégués étudiants pouvaient être là avec les assistants, mais de toute façon, eux-mêmes, c'était un face-à-face. Donc, de telle manière qu'on se retrouvait un petit peu dans le système des 3 ordres en 1789. Donc je sais qu'il y a eu cette discussion, est-ce qu'il allait avoir un vote par tête ou un vote par corps? De telle manière que, voilà, est-ce qu'il y avait encore, je ne sais pas, quand tu étais étudiant, cette discussion de dire, oui, mais de toute façon, ils ont la majorité. Au conseil d'administration, les professeurs ont d'office la majorité, enfin d'office au moins la moitié des voix? Je pense que c'est ça. Et les étudiants ont un nombre de voix quand même conséquent. Conséquent, mais moins que les professeurs. Moins que les professeurs, c'est ça. Mais donc en 68 à l'ULB, c'est clairement les professeurs qui sont sortis gagnants en fait. Voilà, c'est ça. Mais les étudiants étaient représentés, mais effectivement de manière clairement pas... mais c'était un plus quand même pour les professeurs, parce que les professeurs avant mai 68, ben, ils étaient réduits quand même à la portion congrue.
Ouais, tout à fait. Donc finalement, les étudiants ont fait le travail, Voilà. se sont battus comme souvent dans les révolutions, Exactement. pour ceux qui sont en embuscade derrière Voilà. et qui profitent des Ouais, tout à acquis fait. Tout à fait. de la révolution, entre guillemets. Et C'est ça. c'est assez triste, Ah oui, évidemment, tout à fait. hein, parce qu'on Tout à se fait. bat. Bon, évidemment, les étudiants, après, ils ne sont plus là. Hein, tandis que, enfin, c'est fou. On a plein d'exemples dans l'histoire où ça s'est Ouais, passé tout à depuis fait. 2 siècles, cette manière-là. Hein. Ouais, Ouais, ouais. c'est clair. Et alors, donc, je reviens. Donc, on a parlé des aspects institutionnels, à moins que tu aies d'autres choses à dire. Mais non, donc c'était vraiment les professeurs qui sont sortis gagnants. Ben Il y a eu la vie accords pédagogique étaient aussi. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, après, quand j'interviewais enfin, c'était des étudiants à l'époque, ils disaient que clairement qu'ils ont vu un avant et un après dans la relation avec le professeur. Par exemple, tu avais des professeurs mandarins qui t'interrogeaient pour un examen oral et en train de regarder le foot avec les pieds sur la table, etc. Ah oui, c'est ça. Et là, c'était clairement fini. Maintenant, C'était clairement limite, fini. on Oui. tutoyait les professeurs. Oui, donc il n'y avait pas plus de mépris. Voilà, c'est ça. Donc, Il y avait un sentiment l'étudiant, de... Voilà, on fait Voilà, partie c'est d'un... Oui, comme des aristocrates de voilà, l'ancien de régime. l'élite, Il y a nous, et puis alors vous êtes la piétaille, quoi. voilà, c'est ça. Et puis, comme tu disais, avec la vie pédagogique, maintenant, les étudiants ont quand même quelque chose à dire, Oui. même si, bon, Même ça s'il est reste, consultatif, hein, ouais, je c'est crois. ça. Il n'est pas... Oh non, tout Il à n'a fait. pas une fonction délibérative qui... Ils m'ont dit permet- clairement dans les relations avec les professeurs, ça a changé. Oui, oui. Avant, on pouvait même pas imaginer aller parler à la fin d'un cours à un professeur. C'est Maintenant, ça. ça paraît normal. C'est ça. D'accord. Et alors, à côté de ça, pour les restaurants universitaires, pour comment dirais-je, les logements à la cité universitaire, quels sont les progrès qui sont intervenus après mai 68? Parce que c'était quand même à l'origine du mouvement, tous ces éléments. Enfin, Oui, ces éléments-là, il y avait le nombre d'étudiants qui faisait que, ben voilà, on devait se battre, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour pouvoir avoir son repas. Ouais, Hein, on devait voilà, les garçons et les filles n'étaient pas dans les mêmes bâtiments, dans la cité universitaire. Comment tout ça a pu évoluer? Ça a évolué favorablement. On a créé des structures qui permettaient alors la mixité, je crois que tu l'as dit d'ailleurs. Ça, au niveau des dortoirs, Et pour les restaurants, on a fait plusieurs services, ou comment ça s'est passé? Ou on a augmenté les capacités. Oui, ils ont augmenté les capacités, tout à fait. Voilà. Tout à Et fait. alors pour les bâtiments là, au campus de la Plaine, il y a eu un programme de construction. Oui, c'est ça, ça a commencé, c'est en 69 je pense que ça a commencé. Voilà, donc les travaux. on a pu... Juste une chose encore pour les acquis, c'est avant par exemple on avait, je pense que maintenant on commence à revenir vers ça, pour afficher, c'était pas un affichage libre en fait, on devait passer devant une commission et ça devait être avalisé par le recteur, il devait mettre son cachet. C'est ça, oui. Et là à partir de 68 on pouvait afficher librement. Est-ce qu'il y a toujours le cas? Maintenant, on commence à, je pense, enfin, j'en avais discuté avec un étudiant, qu'il faut de nouveau passer devant une commission. Et dans cette commission, il n'y a que des académiques ou il y a comme des étudiants? Je pense qu'il y a des étudiants aussi maintenant. Ah oui, quand Ouais. même. Oui, oui. Parce que sinon... C'était un des acquis, c'était l'affichage libre. L'affichage libre. Ouais, C'est ça. à l'université. C'est ça. On dit souvent, et nous arrivons tout doucement à la conclusion de notre entretien, puisque il y a quand même quelques années que tu es sorti de l'université, mais je crois que tu l'as encore peut-être un peu fréquenté par des amis, des camarades qui y étaient dans les années suivantes et peut-être encore aujourd'hui. On dit souvent, alors je ne sais pas si c'est vrai dans le cas de l'ULB, mais que l'ambiance, et c'est inévitable, hein, demi-siècle après, que l'ambiance n'est plus du tout la même qu'elle pouvait être à la fin des années 60 et au début des années 70, et que les étudiants sont aujourd'hui beaucoup plus individualistes. Est-ce que c'est un lieu commun de le dire que tu vas, comment dirais-je, avaliser, ou est-ce que tu dis, mais non, ce sont ceux qui le disent, qui ont intérêt à ce que l'on imagine que ça se passe comme ça? Est-ce que quand tu vois comment, enfin ce que tu as vécu ou ce que tu sais de ce qui se passe à l'heure actuelle, est-ce que tu penses que les étudiants, étant dans une société avec un projet, si je puis dire, ou en tout cas une idéologie libérale qui est ce qu'elle est, sont dans cet état d'esprit de
chacun pour soi, c'est la lutte pour la vie, bon, il faut, voilà, ou bien est-ce qu'il y a encore, dans une part relativement importante, ou très restreinte, je ne sais pas, l'esprit que la société ne peut évoluer que dans le cadre d'un combat collectif, fût-il parcellisé dans des groupes politiques différents. Je te pose la question, puisque moi j'appartiens à une autre génération, donc je ne peux pas du tout témoigner à ce sujet-là, puis je suis de l'autre côté de la barrière aussi, comme professeur. Hein. Voilà. Est-ce que tu pourrais dire comment tu le perçois, et peut-être en tant qu'historien, au-delà de ta perception subjective, comment tu vois l'évolution des esprits, puisqu'on est on est 50 ans plus tard, est-ce qu'effectivement il y a eu cette poussée de l'individualisme telle que dans des milieux qui forment quand même des intellectuels, c'est l'université, les gens se posent moins de questions quant à la nécessité d'une solidarité pour faire avancer les choses. Mais je crois que c'est global. En fait, bon, à l'ULB, quand j'interviewais ces anciens étudiants qui sont devenus professeurs pour la plupart, oui. Ils disaient que tout le monde était engagé politiquement, que ce soit à gauche ou à droite. C'est vrai, oui. Mais comme tu disais, par exemple, devant les restaurants universitaires, il y avait plein de tables politiques, etc. Ce que j'ai encore connu dans les années 70. Et moi, quand j'étais à l'ULB, il y en avait un ou deux parfois, mais c'est très rare, quoi. C'est ça. Et je pense que toute l'université est allée vers ça, en fait. Par exemple... et c'est dépolitisé aussi. J'ai l'impression. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme en France maintenant, à Tolbiac par exemple. Oui. L'université, vraiment, c'est... après, c'est... c'est quoi, un lieu de formatage, c'est ça que tu veux dire? Je pense. À Tolbiac par exemple, je me rappelle une action pendant le travail. Oui. En fait, l'idée c'était de bloquer l'université pour aller à la manifestation de la travail. Et donc il y avait vraiment un petit groupe d'une trentaine de personnes bien engagées, etc. Et tous les autres, limite, ils étaient prêts à se battre pour aller en cours, quoi. C'est ça. Oui. Et donc, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, que l'université, c'est devenu, comme tu dis, un lieu de formatage. C'est redevenu un lieu de pure reproduction des élites, voilà. Sans qu'il y ait un recul réflexif, parce que bon, parfois on est militant quand on est étudiant, et puis on rentre dans le moule quelques années après, hein, parfois même juste après. Hein, tandis qu'ici, on est déjà dans le moule, et finalement, les révolutionnaires, entre guillemets, ou ceux qui veulent changer les choses, sont une extrême minorité. Voilà, parce que ce que les gens disaient, c'est vous nous empêchez d'aller au cours, c'est... oui, en mai 68, c'était pas possible. C'est ça. À la limite, on serait fait éjecter de l'Assemblée. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin bon, c'est un peu triste, hein, si je veux dire, mais bon, là, je ne suis pas ici pour faire de la morale, mais bon, je garderai pour moi ce que je pense. Il y a des groupes sur l'ULB ou d'autres, comme l'USE par exemple, qui prennent de plus en plus de place. Mais quand tu dis de plus en plus de place, il y a quelques militants ou militantes qui sont effectivement des combattants ou des combattantes, mais qu'est-ce que ça représente? Quelles sont leurs capacités de mobilisation par rapport aux autres? C'est ça qui est important finalement, c'est pas qu'il y ait beaucoup de membres à l'USE, quoique c'est pas sans intérêt, mais quelle est leur capacité de mobilisation pour établir, finalement c'est aussi de compte, un rapport de force avec ceux qui sont en face. Mais là par exemple, ils ont lancé une caisse de solidarité pour pouvoir payer des avocats, etc. C'est ça, et ça marche. Parce que les étudiants, ce sont déjà par définition des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Demander aux autres étudiants de verser, alors que les étudiants eux-mêmes doivent de plus en plus travailler quand même. C'était pas le cas à mon époque. Ils ont demandé des soutiens, et puis il y a plein de gens qui ont participé, ils ont fait un appel. Et ça fonctionne. Oui, ça, mais ils donc ça marche. Et ça a marché, ils ont budget, donc ils vont lancer ça. C'est ça. Parce que justement, j'évoquais le sujet, parce que ça, il y a une grande différence par rapport à l'époque où moi j'étais à l'université. Il y avait évidemment un certain nombre d'étudiants qui travaillaient, parce qu'ils venaient de milieux populaires, etc. Tandis que maintenant, ce qui me frappe, c'est que la majorité des étudiants, et ce n'était pas du tout le cas, travaillent maintenant.
pour payer leurs études ou pour en tout cas avoir une certaine autonomie en tout cas. Hein. Donc, et ça c'est quelque chose qui est dramatique aussi parce que le nombre de bourses, j'imagine, est limité ou va peut-être se réduire. C'est l'objet souvent de manifestations. Donc c'est un problème majeur. Mais donc tu as vraiment l'impression qu'il y a cet individualisme qui... Enfin, donc il y a une régression quand même. La société qui, oui, bien entendu. Oui, mais bien entendu, on est bien d'accord. Donc eux-mêmes ne sont que voilà, le reflet de l'idéologie dominante, enfin pour utiliser un mot qui nous est familier, peut-être pas à tout le monde. Voilà. Entendu. Il y a juste un truc à savoir encore, c'est l'Assemblée libre. Bon, elle avait des idéaux et tout ça hyper intéressants, mais après, l'université des années 60, bon, c'est pas la université qu'aujourd'hui, non. mais c'était clairement un mouvement petit bourgeois. Oui, et c'était des tout à fait. Tout à fait. Il faut vraiment avoir ça. Ils voulaient être en lien avec le monde ouvrier. Ça n'a pas marché, mais ils avaient un idéal de l'ouvrier type. Oui. Et une fois qu'ils étaient, que c'était concret par exemple avec les revendications des ouvriers de l'ULB qui en fait n'allaient pas dans le même sens que l'Assemblée libre, c'est comme ça que ça s'est distancié. C'est ça, bah oui. Mais aujourd'hui, bon, je ne sais pas, est-ce que tu as une petite idée du profil moyen, hein, sans faire de généralisation, parce que sinon, on va se faire taper dessus tout d'abord, parce qu'en disant, mais non, ce que tu as dit, c'est pas du tout vrai. Mais en tant qu'historien, je te pose la question en tant qu'historien, est-ce que tu as le sentiment ou l'impression que parmi les militants, quelle que soit leur couleur en étant dans la gauche radicale, je dirais, ou ailleurs d'ailleurs aussi, hein, parce que j'imagine qu'il y a aussi des courants politiques qui se définissent autrement que par rapport à la gauche radicale, y a-t-il donc des étudiants qui appartiennent à une catégorie différente de celle des petits bourgeois de 68. Est-ce que parmi les militants, il n'y a pas aussi beaucoup de jeunes qui réagissent par rapport à leur milieu familial, qui ne supportent pas ou dont ils ne supportent pas les valeurs, alors qu'il y aurait peut-être moins parmi les militants des enfants d'origine ouvrière, parce que là, quand les parents doivent casquer, je dirais, pour des études, il ne s'agit pas de commencer à faire à leurs yeux, à eux, le guignol, parce qu'on sait qu'on a un temps limité, parce qu'on a plusieurs enfants, et que bon, là, il s'agit de rentabiliser son passage à l'université, donc pour des raisons tout à fait honorables, hein, donc je dis bien honorables. Hein. Il ne s'agit pas de dire que les enfants d'ouvriers sont plus individuels, certainement pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, comme peut-être à d'autres périodes, des explications d'ordre matériel qui peuvent expliquer qu'il y aurait peut-être, je n'en sais rien, peut-être plus d'enfants issus de la petite bourgeoisie dans les contestataires que d'enfants d'origine ouvrière. Question que je te pose. Oh non, tout à fait. Donc c'est le cas aujourd'hui. Moi, je pense que c'est le cas. Qu'on est issu d'un milieu ouvrier, etc., on a d'autres préoccupations. On doit se battre pour survivre et peut-être pour aider sa famille aussi. C'est ça. Oui, tout à fait. Oui. Mais après, je pense qu'il y a des gens issus du milieu ouvrier qui sont militants. Oui, bien sûr. Donc il ne faut pas faire une généralité. Non, je pense que c'est bien clair. Hein. Moi, je te demandais que dans les grandes lignes, vraiment à grands traits. C'est clair. Ça peut être un élément d'explication, en tout cas. Oui, tout à fait. Mais après, il y a aussi le choix des études. Oui, par exemple, en philo-lettres, on a beaucoup de temps en fait à l'université. C'est ça. On a les cours, mais on a plein de temps. Oui, c'est pas comme ceux qui font des stages en médecine ou en droit. Il y a des impératifs où tu es dans tes heures dans les hôpitaux et tu ne peux pas. Tout à fait. Oui. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Est-ce que, bon, et je vais terminer avec ça parce que, évidemment, j'ai des tas de questions à poser puisque ça me rappelle, non pas 68, puisque je sortais de l'école primaire à ce moment-là, donc je ne l'ai pas vécu, mais en tout cas, l'époque où moi-même j'étais étudiant à l'ULB, y a-t-il dans les enseignants que tu as eus, des enseignants qui étaient des militants par ailleurs? Parce que moi je me souviens que, et c'était assez significatif,
presque tous les assistants, si pas tous, quelle que soit la période dans laquelle ils étaient spécialisés, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes ou l'époque contemporaine, ils étaient tous membres du Parti communiste. Tous. Ils étaient tous communistes. Et tu as dû en connaître peut-être certains qui étaient en fin de carrière, ils sont devenus professeurs. Ils étaient tous communistes, tous marxistes. Vraiment, tous marxistes. Parmi les professeurs, alors là, c'était divisé, il y avait deux branches. Il y avait des libéraux, des vrais libéraux, mais dans le sens noble du terme, hein, des libéraux, et alors il y avait des socialistes. Et ceux qui étaient socialistes, peut-être, je ne sais pas si c'était par démagogie, mais je crois qu'ils y croyaient vraiment, mais en même temps, on peut croire en idéal et en même temps le faire savoir, dans un souci un peu d'adhésion des étudiants. Ils faisaient quand même des allusions quand même très nettes à la conscience de classe, des choses comme ça, tout en n'étant pas communistes. D'accord, ok. Et donc c'était rare, et même les professeurs qui ne faisaient pas état de leurs convictions politiques, ça se sentait très fort. Ouais, tout à fait, Est-ce que parmi tes enseignants, qu'ils étaient assistants, chercheurs ou professeurs, est-ce que c'était leur couleur politique était facilement identifiable? Est-ce qu'ils en faisaient état, sans dire autant qu'ils étaient membres d'un parti, entendons-nous bien, mais d'une méthode d'approche, qu'ils arrivaient avec une certaine grille d'analyse des phénomènes sociaux dans l'histoire, ou au contraire, est-ce qu'ils étaient couleur de muraille, c'est-à-dire gris, pâle, ou volontairement neutre? Je pense que c'est difficile d'être neutre dans son cours. C'est ça. Ça ressort. Et donc ça ressort, au moins ça ressortait. Oui, c'est ça. Ça ressortait. Et bon, après, en histoire, c'est un peu une tradition, il y a pas mal de profs qui étaient marxistes et ça continue. Ah oui, d'accord. Honnêtement, Voilà. bon, après, il y avait... 40 ans plus tard. En histoire, on a pas mal de cours dans enfin, d'autres 30 ans facultés. plus tard, D'autres facultés, et donc... et j'avais des profs qui étaient un peu plus bleus aussi. C'est ça. Ça se voyait clairement, mais c'était très facilement identifiable quand même. Voilà. Et j'imagine c'est la même chose dans les sections de sociologie, de Sciences Po, etc. Fait, ouais. Voilà. Oui, mais donc, marqué, voilà, donc c'était, personne ne se cachait derrière une certaine neutralité, volontairement, ou des profs qui étaient, voilà, qui n'avaient pas de couleur politique. En tout cas, en sciences humaines, ça paraît plus difficile. Surtout qu'en histoire, on nous rabâchait les oreilles tout le temps en disant que la neutralité était impossible. Ah oui, on ne pouvait pas être d'accord. neutre. C'est ça. Du coup, voilà, c'était très souvent orienté quand même. Mais quand tu étais étudiant, il y avait peut-être aussi d'autres courants qui n'existaient pas par rapport à mon époque et à mai 68, qui étaient peut-être mis en évidence. D'ailleurs, je le vois dans les intitulés des enseignements qui ont changé, évidemment. Tout ce qui concerne le mouvement écologique, le mouvement féministe, des choses comme ça, qui étaient, enfin, à mon époque, ce n'était pas du tout mis en évidence. Pas du tout. Il n'y avait pas de prof qui menait un combat concernant l'environnement ou la condition féminine, par exemple. Ben, au niveau féminisme, j'ai eu quelques profs qui étaient assez combatifs, tout à fait, et qui ont notamment créé il y a la chaire d'histoire du genre à l'USB, et en fait ça a été des années de combat pour pouvoir créer C'était des années de combat, oui. Tout à fait. Et donc j'ai eu deux professeurs qui... Et concernant l'environnement? Honnêtement, ça je ne saurais pas dire. Non, j'ai pas... Non. Ça m'a pas frappé. Ou d'autres combats qui ne me viennent pas à l'esprit pour l'instant, mais qui sont plus liés à l'actualité de ces 20 dernières années. Non, honnêtement comme ça. Non. Et le combat contre l'impérialisme, est-ce qu'il est toujours présent ou beaucoup moins? Beaucoup moins. Depuis la chute du mur, j'ai l'impression que... Oui, c'est ça. Capitalisme a gagné et du coup... Est-ce qu'il y a un courant droit de l'homiste? Peut-être, mais moi j'ai pas... Non, t'as pas... professeur, mais je pense qu'il y en a un tout à fait. Plus en Sciences Po... C'est ça. Voilà, mais écoute, je vais arrêter ici, parce qu'on pourrait continuer infiniment, mais indéfiniment, mais je crois que ça valait la peine de faire un petit peu un pont entre le passé et le présent, parce que bon, ben voilà, le passé conditionne le présent, et puis il faut penser quand même au combat du futur, et les combats du futur ne se feront que sur un terreau
fertile, si je puis dire. Hein. Voilà. Oh, il peut toujours y avoir des reconstructions, comment dirais-je, des mouvements spontanés à l'occasion de tel ou tel événement, mais enfin c'est quand même plus facile quand il y a un fil ténu qui relie quand même les générations. Hein. Voilà. En tout cas, je te remercie infiniment et je te souhaite bon courage dans ta vie professionnelle et dans tes combats militants. Voilà, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.